Avec vous sur Sud Radio pour l'émission Média. Bonjour Gilles. Valérie. Bonjour Sheila. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir à chaque fois. C'est toujours un grand bonheur d'être avec vous. Et puis ce document ce soir à ne pas manquer sur France 3, exceptionnel vraiment. Il est très différent de tout ce qu'on peut voir quand il y a des hommages qui sont faits sur des artistes. Là, on se laisse prendre parce que c'est 60 ans de notre vie aussi. Ouais, mais c'est ce que j'ai apprécié dans le travail de François Junot, c'est que vraiment c'est l'histoire entière, c'est pas juste coupé dans les années 80, parce que là c'est l'histoire d'une gamine de 16 ans, voilà, qui a fait une vie de chansons. De chansons, une vie, c'est ce que dit Michel Drucker à un moment, 60 ans c'est exceptionnel, 60 ans de carrière. On va en reparler avec vous. Tous les hauts, tous les bas qui bien sont sûr, oui, une vie de montagne russe. Vous dites à chaque fois qu'il y a des choses bien, il y a quelque chose, il y a un drame qui arrive. C'est un film donc réalisé par François Junot et Jean-Baptiste Ereka, et on va en reparler dans un instant. On va tout de suite passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Sheila, il y a vos 60 ans de carrière, mais il y a aussi la sortie des mémoires du prince Harry. Je ne sais pas si... mais bien sûr. Mais bien sûr. Vous ne pouvez pas le concurrencer, Sheila, je suis désolé. C'est un livre choc qui va sortir le 10 janvier. Alors les bonnes feuilles ont fuité hier, cocaïne, bagarre entre frangins, et même son dépucelage, il raconte. Ouais. Drôle de royauté. Philippe Thiol, un journaliste anglais, en parlait hier sur BFM. Il y a deux choses qui m'ont frappé. Le premier, c'est qu'il a admis qu'il avait tué quand même 25 personnes en Afghanistan. Mais vous vous rendez compte, il annonce, dans ma vie de soldat, j'ai tué sans état d'âme, je ne le regrette pas, j'aurais préféré ne pas le faire, 25 talibans en Afghanistan. Il met un cible sur son propre dos de la part du taliban et de certains groupes terroristes, non pas seulement lui, mais les autres membres de la famille royale. Donc c'est quand même extrêmement grave ce qu'il raconte. Sur l'histoire de sa virginité, il dit, bon, j'ai rencontré une dame plus âgée, c'était dans un champ derrière un pub en Grande-Bretagne avec une dame plus âgée qui m'a traité comme si j'étais un étalon. C'est pas au niveau d'un membre de la famille royale. C'est incroyable, hein. Vous suivez la famille royale? Je suis, non, mais évidemment, j'en entends parler de partout. Donc. Qui est la personnalité la plus importante que vous ayez rencontrée? Moi, ça sera plutôt dans la musique. Hein. Oui. Ça serait des gens, dans la musique ou dans le cinéma. Des gens qui vous ont impressionné? Oui, voilà, plutôt là-dedans. Moi, j'ai plutôt rencontré Al Pacino ou des gens comme ça. Donc, ça, c'est pas du tout dans le milieu des rois et des reines. Vous avez rencontré Al Pacino? Parce que quand j'habitais à New York, il s'est trouvé que j'allais travailler chez Strasberg, et un jour je l'ai vu passer, parce que ces gens-là, même avec le nom qu'ils ont, se remettent toujours en question et vont travailler. Et pourquoi vous étiez, vous, chez Strasberg? Parce que j'ai essayé de travailler, de progresser, donc j'ai été travailler là-bas aussi. Voilà. Très bien. Vous y faites une pomme, faites une banane, c'est ça? Oui, enfin, respirer, apprenez, crier. Voilà. Parce qu'il faut dire que vous êtes l'une des rares, même quasiment la seule française à avoir eu une carrière internationale. Hein. C'est ce qu'on voit dans le documentaire. Oui, parce que j'ai la chance de travailler avec des Américains et surtout d'être devenu très ami avec eux. Donc c'est vrai que ça m'a, ça fait partie de ma vie. Ouais. Alors si jamais les mémoires du prince Harry vous donnent mal à la tête, pas de bol, hein, Valérie, on n'aura pas de paracétamol. Non. Mais ce qui met en colère notre ministre de la Santé François Braun, ce sont les labos d'analyse. Alors vous savez qu'aujourd'hui ils sont en grève et que lundi ils vont tous être fermés. Et hier, le ministre était sur France 2, il a vraiment poussé un coup de gueule parce qu'ils ont bien profité, les labos, au moment du Covid quand même. C'est un secteur qui a des bénéfices hors normes dans le monde de la santé. 3 milliards de bénéfices en 2021, quand même. Pour eux, ils ont profité du Covid. Ces 3 milliards, c'est la sécurité sociale. Hein. C'est l'argent des Français, c'est le vôtre, c'est le mien. Elle est irresponsable, leur grève à eux? Oui, elle est irresponsable. Bien sûr, toute grève qui prend en otage la santé des Français, je la condamnerai. Et puis après vos 60 ans, après le prince Harry, il y a aussi les mémoires de Roselyne Bachelot. Dites donc. Dites donc, vous êtes de la concurrence. Hein. Dites donc, Roselyne. Roselyne se lâche. Oui, c'est un peu ça, oui. Oui, se lâche, notre ancienne ministre de la Culture, en particulier au temps du Covid, parce que ces artistes, ils sont même pas reconnaissants de toutes les mesures qu'elle a prises à ce moment-là. Ces ingrats d'intermittents, écoutez. Je ne suis pas rancunière et je dois dire que j'ai d'autant mieux accepté que j'aime les artistes et que j'ai compris leur souffrance d'être privés de leur public.
parce que c'est pas seulement une question d'argent. Un artiste, ça vit pour son public, pour ce contact physique avec le public. Mais ce que j'ai trouvé d'injuste, c'est que j'ai travaillé jour et nuit pour les artistes, pour obtenir des arbitrages, pour me battre pour eux. Et qu'à aucun moment, ceci a été reconnu par certains. Vous avez fait quoi pendant le Covid ? Eh ben, j'ai fait comme tout le monde, je suis restée enfermée chez moi, mais moi j'ai eu de la chance, j'ai préparé mon nouvel album qui s'appelait Venu d'ailleurs, qui était sorti juste après. Donc moi j'ai travaillé pendant le Covid. J'ai fait des chansons, je suis restée dans la musique. Dans votre carrière, vous avez vendu des millions et des millions de disques. 70 millions de disques, hein, ça commence comme ça le doc. Absolument. Et ce qu'on appelle des disques physiques. C'est des disques on allait les acheter chez le disquaire. Car aujourd'hui, on dit physique, car c'est surtout le streaming. Spotify, Deezer, Apple Music et les autres qui comptabilisent évidemment et qui rémunèrent au nombre d'écoutes. Et ben vous savez quoi, Valérie ? Il y a des petits malins qui achètent du stream ou qui fait tourner plusieurs streams pour gagner de l'argent. C'est un sujet choc de 20h de France 2. Acheter des écoutes, des streams, pourquoi faire ? Comment et pour qui ? Artistes, labels, managers, pendant des semaines, nous avons posé ces questions. Sujet tabou, voici ce que certains nous ont confié hors caméra. Dans mes artistes, il y en a qui le font, mais ils ne le disent pas. Et je veux pas le savoir. Mais je le vois car les vues explosent. On a chopé un de nos artistes. On a vu que les chiffres étaient anormalement hauts sur Amazon Music. On lui a dit, il y a un truc bizarre qui se passe sur tes chiffres. Et il a fini par avouer. C'était pour entrer dans une espèce de spirale ou de cercle vertueux du succès. Selon nos informations, entre 7 et 10% au moins des streams seraient frauduleux. Il faut toujours exister le bidonnage. Ouais, mais bien sûr, mais comment ça se fait que je ne fais pas ça ? Que vous soyez pas Je suis au pas courant. du tout au top, là. Vous allez lui donner une idée, là. Il faut que Ludovic, votre agent, il achète des streams pour que vous soyez en haut du top. Vous n'avez pas besoin de ça. Non, mais bon, vous voyez comme Non, mais quoi... c'est vrai que tout a changé. C'est ce qu'on voit aussi dans le doc. Pour être honnête, à l'époque, quand il y avait des... Les maisons de disques achetaient, non ? Non, mais c'est pas ça. Ils foutaient tous les standards pour que tout le monde téléphone pour le faire exploser. Bien sûr. Il y avait tous les standardistes qui étaient là, qui téléphonaient, RTL, Europe, Sud Radio, partout, pour faire grimper les trucs et pour qu'on ait 2 passages au lieu, ou 3 passages au lieu de 2. Et ce que vous dites aussi dans le doc, c'est qu'il y avait une seule chaîne de télévision à l'époque et que bien sûr. ça a beaucoup aidé. Mais c'est ce qui a fait nos carrières. Bien sûr. Parce que voilà, on est rentré chez les gens et il n'y avait pas la zapette folle, là. Vous savez, le truc où on change, là. Là, on changeait pas, on était obligé de regarder ça. Alors, vous n'êtes pas dans le classement Rolling Stone, du magazine Rolling Stone. Je sais pas si vous avez vu. Je ne comprends pas d'ailleurs. Non, il n'y a pas Madonna ni Céline Dion, rassurez-vous. Voilà. Mais il y a Françoise Hardy. Oui. Eh ben, elle a bien mérité. Ouais. Moi, je suis pour Françoise, quoi qu'il arrive. Oui, non, mais c'est vrai que le classement fait beaucoup réagir. Et donc, hier, on parlait avec Élodie Gosselin de l'émission d'M6 qui révélait les 20 titres préférés des Français en 2022. J'ai le classement, madame. 3e, Christophe Willem, PS Je t'aime. 2e, Stromae et l'enfer. Et première, c'est Clara Luciani. Respire encore. Normal. Ouais. Bien. C'est logique. Ouais. Vous aimez quoi dans cette nouvelle génération? Moi, j'ai l'impression d'avoir fait des filles, je vous dis tout de suite. Donc, au moins, j'ai servi à ça, j'ai fait des filles. Donc voilà, et elles ont beaucoup de talent. Oui, les filles. Moi, je trouve qu'il y a une nouvelle. Julia Armanet, tout ça, c'est votre cam. C'est ma cam, c'est-à-dire qu'elles sont quand même très inspirées de ce qu'on a fait dans les années 70-80 quand même. Et je trouve ça très bien, mais surtout c'est avec des sons d'aujourd'hui. Elles écrivent bien. Enfin, moi je trouve que vraiment, moi j'adore Clara, donc je trouve que ça écrit très bien. Julien Doré, pour moi aussi, c'est vraiment il y a de la bonne cam qui arrive, quoi. Allez, on se retrouve dans un instant avec Sheila. Merci pour tout, vous dit Stéphane. Stéphane, ne manquez pas le doc de ce soir. Sheila, chanteuse, c'est des images inédites. C'est une vie, 60 ans de vie avec des bonheurs et des drames, et on va en reparler dans un instant. Sheila est en tournée, si vous allez la voir, on va en parler. Sud Radio Média, l'invité du jour. Et oui, c'est l'épiphanie, Valérie. Voilà, c'est l'épiphanie. C'est le hasard. C'est le hasard, absolument. Sheila est notre invitée aujourd'hui. 70 millions de disques vendus, une énergie incroyable, une légende de la chanson française. Et on est ravis encore une fois de vous recevoir ce matin, ce soir, sur France 3, toutes ces vies-là, parce que vous avez eu plusieurs vies. 60 ans de carrière, c'est pas rien. Je le disais avec des images inédites. Franchement, quand on commence à regarder le doc, on
se laisse porter parce que c'est des images d'archives, c'est toute cette époque. Ouais, c'est surtout des images qu'on n'a pas beaucoup vues. Et des images qu'on n'a pas beaucoup vues. Alors on dit quand même que vous avez, il y a votre best-of qui est paru le 21 octobre dernier chez Warner Music et qu'il va y avoir de nouvelles éditions, 60e anniversaire au format vinyle collector. Il y a les pochettes de 6 vinyles thématiques limités qui ont toutes été dessinées par Marc-Antoine Coulon. Ouais. D'ailleurs, le doc, le générique s'ouvre avec ça, c'est très beau. Ouais. Et puis, vous êtes en tournée dans toute la France. Il y a des concerts Salle Playel qui sont complets et que vous serez au Grand Rex le 12 novembre. Absolument, et on démarre le 9 avril à Lyon. Ouais. Quelle énergie! Non, ouais, ben c'est ça qui me conserve en pleine forme. Hein. Ouais. On peut pas se poser de questions, faut y aller. Il faut y aller. Et vous, et sur scène, il y a quoi? Vous dansez? Ouais, j'ai des danseurs. Moi, je chante, je danse. Je fais 2h30 de spectacle. C'est ce que j'ai fait à Playel. Ouais. Bah attends, on fait pas. C'est 60 années de carrière, donc déjà c'est difficile de choisir les chansons. Donc on fait toutes les périodes, les unes derrière les autres. J'ai la chance d'être accompagné par le groupe Hashtag et Eric Hazard qui m'a fait des orchestrations nouvelles. Donc c'est à dire qu'on n'entend pas les vieilles chansons, mais on entend les chansons, mais revues et corrigées pour aujourd'hui. Et voilà, et j'ai un spectacle dont je suis très très fière, vraiment. Ça vous a fait quoi de revoir le doc, de voir le doc fini? Parce que c'est une chose de le tourner, mais de le voir après... Alors c'est compliqué, évidemment, parce que moi j'ai fait 7 heures d'interview avec François Junot, on a beaucoup travaillé, il a fait une préparation énorme. J'avais demandé d'avoir avec moi que des amis intimes. Donc François Cluzet, j'étais... des footeux, Antoine Comboiré, Alain Roche, enfin bon, des gens qui connaissent Annie, parce que je trouvais que c'était important qu'à 60 ans après, il y a Sheila. Mais il y a eu Annie Chancel. Et puis il y a Annie qui vit aussi au milieu de tout ça, et je pense que évidemment, ça m'a surpris, parce que j'ai revu des images, moi j'avais rien vu, hein. Donc j'ai revu des images qui m'ont replongé dans ma vie, replongé dans mes 16 ans, replongé dans... Voilà, dans une période à la fois chaude, à la fois intense, à la fois triste, à la fois... Donc voilà, j'y suis allée obligatoirement de ma larme, parce que c'est toujours difficile de regarder sa vie. Bien sûr. De se dire j'ai raté ça, j'ai réussi ça, Voilà, mais quand vous voyez avec vos couettes, vous trouvez belle? Vous trouvez comment? Alors belle, non, un peu. Non, ce que je trouve qui ressort vraiment, c'est que on comprend, parce qu'on voit une ingénue. Et je pense que c'est la première fois vraiment, avec les images qui ont été choisies et des images qu'on a peu vues, comme je le disais, on s'aperçoit ô combien j'étais naïve. Absolument. Et que j'étais une enfant. Et que c'est ce qui a réussi, et je pense à Claude Carrère, c'est d'avoir une ingénue avec lui. Parce que là, on voit bien que je n'ai aucune pensée, aucune rien. Je chante. Vous êtes laissé prendre en main. Mais c'est la question qu'on se pose, et on en parlait ce matin avec Gilles, c'est Claude Carrère, à la fois, c'est un génie, enfin un génie qui a su... Là, c'est un mec, c'était un avant-gardiste qui a créé ce qui est devenu et puis qui a été un diable et un démon, parce que... oui, c'est un inhumain. Inhumain, parce qu'il était prêt à tout pour vous faire... pour qu'on parle de vous, pour vous faire vendre la réussite qu'il a voulu sienne à travers moi. Mais je pense que si on reprend le truc à la base, en réalité, Claude, c'est un chanteur raté, Claude. C'était un chanteur à la base. Moi, je l'ai connu, il chantait encore. Donc, voilà, on peut mettre... c'est un puzzle et on met bout à bout. Et c'est ça que j'ai apprécié dans ce doc, c'est qu'il n'y a pas de faux fuyant, et c'est la vérité. Oui, vous abordez vraiment votre vérité, votre histoire, vos parents. Vous parlez beaucoup de vos parents. Ouais, je remercie beaucoup. Ma mère, bien sûr. Votre maman. Alors Stéphane, qui visiblement est un fan, dit: mais déjà la chaîne YouTube de Sheila, c'est des tonnes d'émotions et de nostalgie. Mes années bonheur des Carpentiers. Vous rendez hommage aux Carpentiers. Hein. Vous dites les Carpentiers, c'était de l'artisanat. C'est peut-être ce qui a changé avec aujourd'hui aussi. Oui, parce qu'aujourd'hui, mais même dans les disques, dans les studios, je veux dire, nous, quand on écoute les chansons de l'époque version originale, il y a les tempos qui bougent, il y a des guitares qui sont plus ou moins accordées. C'était vraiment de l'artisanat, mais c'est ce qui a fait et ce qui a créé l'époque. Bien sûr. Il n'y avait pas de perfection. Non, il n'y avait pas de perfection. Et moi, ce que j'ai appris, c'était que vous étiez aussi 3 femmes en concurrence à cette période-là. Il y avait Sylvie Vartan, qui était la jolie poupée, Françoise Hardy, l'intello, et vous, la bonne copine. Voilà. Mais c'est ça.
Et c'est ce qui a fait nos carrières différentes. Alors à la fois évidemment on était en compétition quand même, mais en compétition sans vraiment l'être puisqu'on touchait pas les mêmes gens. Moi j'ai été plus près du public de Claude François, par exemple, que du public de Johnny ou de Françoise. C'était pas du tout les mêmes personnes. Et vous êtes toujours en contact avec Françoise Hardy, Sylvie Vartan ou pas du tout? Alors Sylvie, oui, je l'ai vue dernièrement parce qu'on a eu l'occasion de faire. Mais non, pourquoi ça fait bizarre? Tout ce que vous avez vécu ensemble, quand même. Oui, alors après, je trouve qu'on n'en profite pas. Bon, Françoise, évidemment, avec ses problèmes de santé, c'est un peu compliqué. Sylvie, elle vit aux États-Unis, donc je trouve qu'on n'a pas. Moi, le regret que j'aurais toujours, c'est de ne pas avoir été capable toutes les trois d'exploiter nos années de carrière. Et après, bon, on a eu des vies différentes, etc. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Mais c'est pas grave, on est contente de se voir et on se dit merde, quoi. Quelle vie. Alors, la coiffure, quand même. Parlons-en de cette coiffure. Comment ça tenait tout seul? C'était quoi? Au crépage. Que du crépage. Ah non, mais à Donf. Alors là, incroyable. Le crépage et la laque. C'est-à-dire que moi, en cas de tempête, la coiffure ne bougeait pas. Mais qui avait décidé de ce look? Qui vous a looké? Alors après, il y a eu Laurie Sazzaro, parce qu'il y a toute l'histoire de vos robes absolument magnifiques. Mais qui vous a looké comme ça? Parce qu'il y avait un look, il y avait du marketing quelque part. Il y a eu, alors ça c'est vraiment le coup de chance. Alors la coiffure, c'était un petit coiffeur de quartier qui s'appelait Michel Mastet. C'est pas du tout un grand coiffeur parisien qui a trouvé les couettes. Et après, j'avais été dans quelqu'un qui vendait des robes qui était plutôt branchée, qui habillait Bardot avec les robes Vichy et qui m'avait trouvé, qui s'appelait Marie-Martine à l'époque et qui m'avait trouvé la jupe écossaise. C'est tout bête, hein. Ah oui, c'est comme quoi c'était du hasard total. Oui, mais c'est vrai. Mais voilà. Après, c'est la destinée. Il s'est trouvé que j'ai rencontré cette personne qui a trouvé la jupe écossaise, ce coiffeur de quartier qui m'a fait des couettes. Et les couettes, je les ai portées qu'1 an en réalité, hein. Alors que ça a marqué toute ma vie. C'est ce qui symbolise, c'est ce qui vous caractérise, absolument. effectivement. Alors, vous êtes très fétichiste parce que vous avez gardé tous vos tenues de scène. Oui, absolument. Et j'ai fait un très beau livre là-dessus. Parce que c'est l'histoire. Alors bien sûr c'est ma carrière, mais c'est quand même l'histoire de la mode à travers le temps. C'est-à-dire que tu démarres en pyjama, tu passes par Azzaro, tu passes par des petits couturiers qui t'ont fait des costumes, par exemple comme Arlequin, où il y a un truc tout brodé qui n'existe plus, qu'on ne fait plus aujourd'hui. On peut plus fabriquer des trucs comme ça. Azzaro, Gauthier, enfin il y a. Et vous avez toujours votre robe de mariée, c'est ce qu'on voit dans le doc. Ouais, je l'ai gardée. Alors ça, c'est pas du fétichisme, mais je trouve qu'elle a été. C'était magnifique. C'était magnifique. L'histoire de ces roses posées sur la tête, c'était vraiment un créateur, et je trouvais que c'était important de garder ça. On vous sent apaisé dans ce documentaire parce que même quand vous parlez, quand vous parlez de Ringo. Je vous ai connue, moi, plus virulente. Là, vous dites, c'était. Enfin bon, vous le racontez de toute façon. Plus apaisé. Mais voilà, parce que le temps passe et que les valeurs changent et que la vie change et qu'au fond, je peux pas. Quand je regarde ma vie, elle est compliquée, ma vie. Comme je dis, j'ai eu 100 vies en une, mais quel parcours et comme je suis fière. Je suis fière parce qu'au bout du compte, moi, ce que je trouve magnifique, c'est de se dire que 60 ans après, je vais chanter pour des gens, pour des générations, pour des milieux complètement différents, et qu'au bout du compte, tout le monde chante les mêmes chansons et tout le monde fait la fête ensemble. Alors Stéphane, il faut regarder ce soir, parce que le disco avec Spacer vous a sauvé, ça a été un vrai tournant, Spacer, et ce que j'ai appris, moi, dans le doc, on va un peu raconter, c'est que en fait, les gens ne savaient pas que c'était vous qui chantiez. Bien sûr. C'est incroyable. Moi aussi, je ne savais pas que Beat Devotion avait été vendu comme un groupe. On l'a vendu ça comme un groupe anglais. Parce que sinon, ça ne serait jamais, que ça soit c'était Love Me Baby à l'époque, et jamais ça ne serait passé nulle part. Parce que Sheila, elle chantait l'Arche de Noé avec des enfants, un chien et un canard. Donc évidemment. Et là, ça a été un vrai tournant de carrière pour vous. Absolument. Et puis après, il y a eu Nile Rodgers qui est quand même mon âme sœur, et c'est vrai que c'est un parcours. Et comme il le dit si bien dans le doc, il dit Spacer, c'est une chanson qui nous survivra à tous les deux. Alors, juste une précision d'une auditrice qui me dit Sylvie ne se résume pas à une jolie poupée. Non, mais c'est la caricature à l'époque quand elles avaient 16 ans. Faut pas le prendre comme ça. Évidemment. Non, mais il faut pas le prendre. Faut pas du tout le prendre comme ça. C'était du marketing de l'époque. Oui, voilà. C'était un peu pour. Mais évidemment que Sylvie, vous dites, elle a été très émouvante dans beaucoup de chansons. Est-ce que vous voulez écouter quand même la bande-annonce, parce que comme ça, on va entendre des chansons de Sheila. Inédit, vendredi sur France 3. C'est pas de démarrer qui est compliqué. Sheila, 11 deuxième. C'est de durer. Donne-moi ta main. De la petite Annie Chancel à Sheila, portrait d'une jeune fille bien rangée, devenue icône populaire. Tous les copains
Ma carrière, elle se résume pas à des tubes, elle se résume à des instants de vie. 60 ans de carrière, la traversée de toutes les modes, un chemin à l'épreuve de la vie. Je suis une saltimbanque, les clowns y pleurent de temps en temps. Inédit, Sheila vous révèle ses 1001 vies, vendredi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Ouais. Ça donne envie. Hein. Et c'est un vrai documentaire, comme on en voit plus beaucoup. Souvent, ce sont des compilations d'images avec des personnalités interviewées. Là, c'est un boulot remarquable qui a été fait par François Junot. Absolument, vraiment. On a beaucoup aimé. Bah, puis vous n'éludez rien, vous racontez votre fils. Ça sert à rien. Il y a un moment, il faut parler de sa vie et l'assumer. Donc, moi, j'ai toujours assumé ce que j'ai chanté. J'assume ma vie. Il y a eu le drame entre guillemets aussi avec Carrère, on l'a évoqué. Un auditeur demande si vous avez fait la paix avec cette partie-là de votre vie, parce que ça a été terrible. Sinon, je serais pas encore là aujourd'hui. Il faut passer, il faut avancer. Parce que ça vous a marqué que vous étiez un homme. Bien sûr, ça m'a marqué surtout de découvrir que ça venait de lui. Mais bon, ça fait partie aussi de l'histoire. Mais ce n'était que pour lui, en fait, l'argent qu'il partageait pas, en fait. Oui, mais après, c'est même plus une question d'argent. On n'en est plus là. Moi, j'en suis à humain. Je parle au plan humain, au rapport humain. Et c'est ça qui est ce soir à ne pas manquer, donc chez la chanteuse sur France 3 à 21h10. Merci d'avoir été avec nous. La tournée, les disques, il y a plein de choses, une énergie de dingue. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin.